et bienvenue sur Radio Charonne, l'émission du centre de quartier portée par l'association d'éducation populaire Charonne Réunion, donc l'AEPCR, qui donne la parole aux habitants et habitantes du 20e arrondissement. Dans le podcast d'aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui concerne de nombreuses familles, la monoparentalité. Être maman seule, c'est souvent jongler entre responsabilité, fatigue et doute. Mais c'est aussi faire preuve d'une force immense, d'un amour profond et d'un courage quotidien. Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui deux mamans qui vivent cette réalité au jour le jour, ainsi qu'une médiatrice familiale et une bénévole engagée auprès des familles du quartier. Merci à vous quatre d'avoir accepté de venir partager votre expérience et votre regard. Avant d'aborder cette thématique, nous allons commencer par un petit tour de présentation. Bonjour, je suis Marie-Aïs Rakoton-Kratsimba. Je suis étudiante en master à l'université de Créteil. En reprise d'études, je suis également maman de deux grandes filles de 23 ans et de 27 ans. Bonjour, je suis de 25 ans et je suis étudiante de l'IPEC en M2 à moi-même. Bonjour, je suis Robert, conseiller d'insertion de l'association AEPCR depuis bientôt 9 ans et je suis responsable des stagiaires, suivi et formation. Oui, bonjour, Nadia Krouf, je suis éducatrice à la protection judiciaire de la jeunesse. Je suis maman, seule, donc, et j'habite le quartier, voilà. Alors, bonjour, moi c'est Daniela Bellarano, je suis également étudiante en master 2 en sciences de l'éducation, option animation et éducation populaire. Et voilà. Bonjour tout le monde, comme Marie-Alice, je suis Daniela, je suis Yacobi Wanessa, étudiante en M2 à l'Université Paris-Est Créteil. Alors bonjour Robert, bonjour Sanadia. Aujourd'hui, si justement on est là, c'est pour construire un échange autour du sujet de la monoparentalité ou la parentalité. Et si vous êtes prêts, on aimerait justement commencer par vous poser quelques questions. Donc Sanadia, on va vous laisser vous présenter premièrement, et puis ensuite Robert sera de même pour en connaître un peu plus sur vous et votre situation actuelle. Je suis éducatrice et je vis en France. Je précise, parce que je ne suis pas née ici, je suis née en Algérie, je suis venue dans les années 90. Et donc voilà, moi j'ai fait des études en Algérie, j'étais journaliste, il y a eu les années noires, ce qu'on appelle les années noires, j'ai dû quitter l'Algérie, je suis arrivée ici. De fait, je pensais repartir, mais en fait, je suis jamais repartie. Là, je suis là, très proche maintenant. Et donc, j'ai passé des concours, et en fait, j'ai trouvé des concours de sciences de l'éducation et de travailler avec les jeunes. C'est pour moi, je suis militante, je le faisais bénévolement et puis en France, je découvre que je serais payée pour ça, quoi. Donc c'était génial et j'adore ce que je fais parce que travailler avec les humains, c'est quelque chose de très 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 enrichissant d'un côté, très dur et surtout je vais pas faire de politique pour ne pas vous griller sur cette antenne, mais les gens de plus en plus, c'est dur de travailler avec des jeunes, quoi, aujourd'hui. Donc ouais. Je pense que je me suis présentée. C'est très bien, merci beaucoup pour votre présentation. Alors, est-ce que, en tant que maman seule, vous pouvez nous décrire une journée type de votre vie de parent seule, s'il vous plaît? Bon, alors il y a du plaisir d'abord. On va dire il y a le plaisir d'abord et après c'est très difficile. Moi je le dis toujours, c'est être maman seule, c'est pas pour rien qu'il y a une allocation, quoi. C'est pas pour rien qu'il y a des c'est parce que c'est quelque chose de très 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 prenant à tous les niveaux. J'ai envie de dire pas seulement matériel, parce que matériel chacun se débrouille plus ou moins. C'est important, évidemment. Si je gagnais 13 000 euros par mois, c'est pas la même chose que quand tu gagnes 2 000 ou 1 500 ou 1 000 euros. C'est évident, si tu gagnes 13 000 euros, t'as la BO qui vient. Quand tu es dans la classe moyenne, c'est pas très 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 aisé, mais j'ai envie de dire c'est pas le plus difficile, quoi. C'est pas le plus difficile, c'est de construire quand on est maman seule. À la fois on joue le rôle du papa,
le rôle enfin du parent quoi. Donc et surtout ce qui est très difficile d'être maman seule, c'est comment vous dire, c'est d'être je excusez-moi, j'ai été un peu perturbée. C'est en fait, c'est de poser le cadre, c'est d'être tout le temps en train de jongler le cadre, la règle, mais il faut lâcher le cadre. Et ça, c'est très, très, très difficile, très épuisant. Parce que quand on est deux et quand il y a une fratrie, bon, en plus, moi, je suis avec un enfant seul, bon, du coup, c'est aussi plus compliqué que d'être avec plusieurs fratries, hein, parce que on est dans le tête-à-tête aussi, c'est difficile dans avec les mamans monoparentales. Et c'est surtout de poser ce truc-là, de jongler, c'est fatigant, c'est épuisant, sachant que les enfants, ils ont rien à faire que de venir te titiller. Ils ont de l'énergie, quoi. Ils ont de l'énergie, donc, et puis non, quand tu travailles, la double journée, tu rentres à la maison, tu es obligé de te taper la vaisselle, le machin, etc. Et t'as l'enfant qui est là, qui lui, il est bien, il a bien mangé, il a rien, donc là, il est en train. Et moi, de mon point de vue, c'est le plus difficile, c'est cette relation duel qui est d'où l'importance, enfin je ne sais pas si vous allez me poser la question mais c'est pas grave, je vais l'arder, d'où l'importance de diversifier les relations, les amitiés, le moindre. Moi par exemple, j'étais pas très famille avant, mais depuis que je suis maman, on essaye enfin la carence là d'être maman seule, de la combler comme on peut. Et voilà, et c'est ça le plus difficile dans le quotidien du maman seule. Je ne dis pas du maman seule, de moi en tant que maman seule. Alors moi j'ai une petite question, Sanadja. Alors je sais que voilà, tu as aujourd'hui à la maison une adolescente, mais est-ce que les difficultés sont plus ou moins grandes avec l'évolution de l'âge de l'enfant, ou tu estimes que toutes les différentes âges que ta fille elle a eu, bah c'est à peu près la même chose, ou ça peut se compliquer avec la montée de l'âge, si on peut le dire comme ça? Bah, en fait, chaque âge, c'est sa difficulté. Et évidemment, quand ils ont 6 mois, que tu les mets dans le panier, qu'ils pleurent pas, il suffit juste leur donner du biberon, c'est le bonheur, quoi. Mais alors, au début, on dit, oh, c'est difficile, je suis fatiguée, ils se lèvent, etc. Et en fait, plus ça en avance, plus on regrette les moments du biberon, quoi. Donc, et les ados, moi, je pense, hein, mais c'est pas que parce que maman seule avec un enfant. Les ados aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas de rituel comme les sociétés d'avant, pas comme les sociétés africaines où il y a des rituels dans l'adolescence, et que même ces sociétés sont en train de les perdre. Le fait de ne pas avoir des rituels, etc., ils sont un peu de plus en plus dans la demande. Euh, il faut dire que les réseaux sociaux, ça n'aide pas. Et quand on est parent seul, on a beau interdire les réseaux sociaux, parce que quand à tout le collège, tout le lycée, il a le téléphone, donc ça devient la guerre, hein. Moi, je vais vous dire une chose, je suis militante, je me bats contre, je vais pas dire ma couleur politique, mais beaucoup d'adversaires politiques. Mais la plus difficile, c'est la bataille avec une adolescente, quoi. Parce que là, c'est vraiment le quotidien. D'ailleurs, moi, pour en rire, je dis, si on pouvait les congeler entre l'âge de 13 ans et on les sort à 20 ans, ça serait génial, quoi. Mais en vrai, on les nourrit avec quelques trucs, des connaissances, etc. Non, pour vous dire à quel point, plaisanterie à part, c'est très, très, très difficile d'être parent seul avec une ado. Vous disiez que en tant que parent seul, il est important de diversifier les relations. Et justement, est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes soutenu par de la famille, des amis, une structure comme par exemple la EPCR? C'est vu justement depuis quand vous avez fait appel à eux? D'abord, moi, je dis, c'est pas parce que je suis à la OPCR, hein, mais moi, la OPCR m'a énormément aidé dans l'éducation de ma fille, hein. J'ai été, pour nous, une famille, plus qu'un espace social, parce que moi, j'avais pas besoin que ma fille aille au ski ou entre parenthèses, je pouvais le faire toute seule. Mais ce relationnel, cette chaleur, je le dis, Yaya, par exemple, le directeur de la BCR, ça a été quand même une figure presque masculine pour ma fille, hein. David aussi. Et c'est pour ça que c'est important ce genre d'espace
et moi je fais la promo, moi, leur couper les subventions, c'est une erreur fondamentale. Et donc, si c'est le cas, dans 10 ans, ça va être pire que parce que là, on se plaint de la société d'aujourd'hui. Mais si c'est le cas, parce que ce genre d'association, ça fait beaucoup de... Voilà, donc du coup, pour moi, sincèrement, quand je partais travailler la journée, et ma fille était là pendant les vacances scolaires, j'étais tranquille, quoi. Je me posais pas la question, il y avait une bienveillance. Je pense qu'il y a même l'histoire de, vous savez, quand on entend maintenant les attouchements, parce que c'est très à l'ordre du jour aujourd'hui, qui n'est pas faux, même dans les crèches, on se le posait pas parce que c'est comme une petite famille. Et c'est ça, à mon avis, qui est important bon, après, il y a ce qu'on appelle les copains de classe, c'est ça, diversifié. Moi, il se trouve que je suis primo-arrivante et toute ma famille est en Algérie. Et ça aussi, c'est un vrai problème. Je n'ai pas ma tante qui habite à Roubaix, je vais aller la voir. Bon, heureusement que j'ai des amis, quoi. Donc, c'est... Voilà. Et justement, vous avez parlé de figure masculine, ça m'interpelle. Qu'est-ce que le centre il apporte concrètement à vous et aussi à votre enfant? Si vous devez donner quelques éléments supplémentaires sur ça. Concrètement, c'est ce que Sur quoi? Parce que vous parlez de la figure masculine et sur ça, j'ai pas compris. vous avez dit comme quoi Yana a été comme une figure masculine justement pour votre enfant. Et qu'est-ce que justement le centre apporte concrètement à vous? Peut-être que un stress en moins ou à votre enfant. Moi, je donne un exemple. Il y a eu une fois, comme tous les enfants, elle a dû prendre une base ou un truc d'un enfant. Ça arrive, c'est voilà. Aujourd'hui, ils peuvent aller en prison alors qu'il y a des gens qui ont volé des millions, ils sont sortis de prison. Et je ferme la parenthèse, mais aujourd'hui, le répressif est tellement important que même pour ça, j'ai géré ça avec Yaya. Et Yaya, il était là en tant que personne qui n'est pas très impliquée, mais en même temps très impliquée. Donc, du coup, moi, j'étais malade. Hein, il dit, mais arrête, c'est tous les enfants. J'ai dit, ça y est, ma fille, elle est trop. Surtout, on nous parle tout de suite de la délinquance, c'est les primo-délinquantes. Elle avait quoi? Elle avait 5, 6 ans. Quoi. Et puis, fait de discuter, et ben, je peux vous dire qu'elle ne l'a jamais refait. Elle avait une relation particulière aussi. Après, c'est pas pour faire la promo du centre, mais les yaya, il y en a pas beaucoup. Il y en a pas beaucoup, malheureusement. On aimerait savoir quel est le plus grand changement de votre quotidien en tant que parent. Moi, je suis militante, sportive. Je vous raconte pas quoi. J'ai fait ma vie autour de ça. C'est pas pour rien que c'est sur le tard que je suis devenue maman parce que mes choix de vie étaient ailleurs. Et ben, à un moment donné, il faut faire le deuil sur tout ça. Et quand je dis faire le deuil sur tout ça, c'est pas rien pour moi moi j'ai fait du basket presque professionnel, donc plus d'entraînement. Je suis militante, toutes les manifs, tous les opprimés, j'ai fait. Aujourd'hui, j'en fais beaucoup moins parce que la priorité, c'est ma fille et la présence, c'est important. La présence, je disais, j'étais en arrêt maladie, je disais franchement, si l'État était une réflexion, hein, je ne veux pas le salaire pour les mamans, hein. Moi, je suis féministe, hein, je ne suis pas pour que les mamans restent à la maison et on leur donne 300 euros. Non, non. Soit les parents, mais en tout cas, la présence des parents, s'il y a moyen de trouver, je ne sais pas moi, des congés, des temps partiels, pour que notamment les mamans seules passent plus de temps avec leur enfant, je pense que l'État gagnerait. Parce que pour beaucoup, je dis pas tous les parents qui restent pas avec leurs parents, voilà toi. Winnicott, il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit une bonne maman, c'est pas la maman qui passe toute la journée à la maison au téléphone, aller, t'as acheté ou je dis il vaut mieux passer 1 heure avec son enfant, mais pleinement, c'est-à-dire à faire raconter des histoires, des Legos, des machins, c'est beaucoup plus important que de passer toute une journée avec un enfant. D'où l'importance de la présence du parent. Et moi, je dis que si on pouvait donner cette chance à trouver une formule pour, c'est pas dans l'air du temps, hein, on est plutôt dans couper les budgets, mais en tout cas, de permettre aux mamans d'être seules, d'avoir une demi-journée dans la semaine, ça éviterait les 5 000 euros par mois à l'ASE, hein, à beaucoup d'enfants. Merci. Vous avez parlé tout à l'heure de présence auprès de son enfant.
Et qu'est-ce que vous pourrez nous partager du fait que quelle activité vous partagerez avec votre fille? Est-ce que votre fille aussi partage le même combat que vous dans vos activités militantes? Oui, je l'emmène à quelques oui, 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 oui. Non, mais je vous raconte une petite anecdote, hein. Tu vois, le 1er mai, je l'ai emmenée, elle devait avoir, elle était pas dans l'école, pas primaire, avant primaire, c'est maternelle. Maternelle, elle devait avoir 4 ans. On a été dans une manif, 1er mai et alors, elle était avec moi et puis il y avait une chanson, enfin une chanson, un pas en avant, 3 pas en arrière, c'est la politique du gouvernement. Le lendemain, ma fille, ce qu'elle fait, elle ramène tous les enfants, elle les met dans la cour et elle leur fait ça. Un pas en avant, 3 pas en arrière, c'est la politique du... J'ai été convoquée. Et voilà, et vous savez, je dis, mais attendez, sérieux, ma fille, c'est la chanson, elle ne comprend rien, bon, ni pas, ni le gouvernement, ni rien, c'est une chanson, c'est-à-dire on veut tout, 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 tout. Donc ça, c'est pour dire, effectivement, et ça aide, hein, moi, je peux vous dire que ma fille, je ne veux pas faire de politique, mais elle boycotte beaucoup de produits, je ne vais pas citer, mais beaucoup d'enseignes, par exemple, et je trouve que de prendre conscience, c'est important de leur faire c'est mon point de vue. Je dis pas que tous les parents doivent faire ça. Maintenant, c'est pas autant ma fille. Avant, il y avait plus quand ils sont ados. Et puis, c'est la malédiction du siècle, c'est le téléphone. Parce que là, c'est la vraie guerre. Hein. Moi, si je pouvais avoir un gendarme à la maison pour qu'il séquestre le téléphone dans la soirée et la journée, je peux vous dire que je serais pour. Alors que quand... Voilà, donc il y a des choses qu'on partage effectivement. Euh, voilà, après, elle aime bien il y a, moi, je déteste les jeux de société. Je me suis mise aux jeux de société. J'ai pas le choix, mais elle voit que j'ai ma vie, donc très vite, elle gagne, je la laisse gagner pour me rattraper. Mais je le fais. Et je le fais parce que c'est important d'être dans le lien avec son enfant dans le quotidien, quoi. Professionnelle. Est-ce que aujourd'hui votre fille elle est plus grande et adolescente? Est-ce que vous des fois vous prenez du répit pour vous? Est-ce que ça vous arrive de sortir des fois avec vos copines pour sortir du quotidien, pour prendre soin de vous? Oui, je le fais, mais j'ai envie de vous dire, c'est pour moi, cette année, elle est en 3e aussi, hein. Pour moi, je fais moins de choses que quand elle avait 4 ans, quand elle avait 3 ans, je pouvais la laisser, etc. Aujourd'hui, je vais vous dire une chose pour la simple raison, elle passerait, s'il y a 26 heures sur 24 heures au téléphone, quoi. C'est pas 16 heures, hein, c'est 26 heures sur 24 heures au téléphone. Et donc, si je suis pas là pour gérer, pour machin, c'est un choix. Hein, c'est un choix de cette année. Ouais, après, on part beaucoup en vacances. Là, on était à Marseille, on était dans les Calanques. Il y a des choses qu'on partage ensemble, quoi. Après, la fille, je vais vous faire rire, quoi. Ma fille, tout ce qui est expo, machin, elle est, elle est de culture algérienne, de vraiment, vraiment. Pour elle, hein, ça, c'est pour les Blancs, quoi. Je dis, non, c'est pas pour les Blancs d'aller boire. Ils sont pas cons, les Blancs. Ils ont fait beaucoup de mal, mais ils sont pas tous cons parce que la preuve, c'est que il y a quand même des choses de la culture, etc. Et elle résiste et donc c'est au quotidien de lui transmettre. C'est à moi de trouver des astuces pour lui faire des choses, quoi. C'est pas évident. Et durant votre parcours de maman seule, est-ce qu'ils avaient ressenti une charge mentale importante à Ah oui. partir de ce moment-là? Ah oui, oui, non, mais carrément. Comment vous l'avez géré? Oui, si je l'ai géré, c'est pas toujours facile. Hein. Je suis passée par les psys, je suis même aidée par des psys parce que, en fait, ce qui se passe quand on est maman seule et qu'on n'est pas entouré par la famille, on se pose, mais même, je veux dire, même quand on est entouré, quand on est parent, on a toujours peur de mal faire. Alors serrer beaucoup, on dit dès qu'elle aura la possibilité, elle va complètement exploser le cadre, lâcher et donc on est tout le temps en train de se questionner, quoi. Moi, vous savez, ma fille, ce qu'elle m'a fait, j'avais des certitudes, eh ben, ma fille, elle a tout cassé, et j'ai plus de certitudes. Je questionne tout, ce qui est une qualité, hein, je vais vous dire honnêtement, hein. Mais c'est pas qu'une qualité, c'est aussi une charge mentale pour revenir. Ça veut dire, est-ce que je suis tout en train, je vous dis la vérité, hein, hier,
Moi, je rigole et je sais pas si ça passe ce que je vais dire. Je regarde le PCN plus que les musulmans le Coran ou les cathos la Bible, quoi. Je suis tout le temps sur le PCN. Et ben, à 2 heures du matin, je vois, merde, elle n'a pas fait ce truc. J'étais en train de rédiger des trucs. Et bon, voilà, quoi. C'est une charge mentale très, très, très lourde. Justement, est-ce que vous avez des astuces ou des routines pour alléger justement cette charge? Ou alors vous y faites face et vous faites... Bah, si j'ai des astuces, c'est de faire. Donc vous êtes habitué à ce quotidien et puis... Non, moi je suis pas habituée à ce quotidien. Je vais pas vous dire, ouais, c'est très bien, on rentre à la maison, je sais pas. Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Je voudrais bien avoir un autre quotidien, être dans les Maldives, en train de me bronzer. Non, c'est pas vrai. Ben non, mais j'essaye d'avoir de lui permettre de venir avec ses copines, ses amis, de faire, de faire des trucs de vie intéressantes. J'invite beaucoup, je suis quelqu'un de très sociable, donc j'invite beaucoup de gens. Donc il y a du monde, et puis on va beaucoup au cinéma par exemple. Bon là, on va voir L'étranger parce qu'elle a adoré le livre d'Albert Camus, et c'est surtout que ma fille en a été en Algérie, donc elle connaît très bien le lieu où ça se passe. Le roman de L'étranger. Donc voilà, donc on partage des choses quand même qui nous font du bien sûr. Et Kentucky Waterfall, quelles sont les choses auxquelles vous devez penser tous les temps? Quelles sont les choses? Je vais être honnête avec vous, c'est la scolarité en premier. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. La scolarité, la sécurité, c'est-à-dire tout ce qui est shit, drogue. À un moment donné, j'ai fait des choses que je détestais quand ma mère le faisait. Je l'ai fait. C'est-à-dire signer dans son sac. Voilà. Et pas en cachette. Hein. Par contre, je n'ai jamais, et c'est ce que je conseille aux parents, jamais faire derrière le dos d'un enfant, parce qu'ils se rendent compte, quoi. Tu ouvres le sac, et je sais pas comment je l'ai fait, hein, puis c'est contre-productif. Donc du coup, elle le sait, j'assume. Mais c'est pourquoi la scolarité, voilà. Moi, je fais partie d'autres générations. On pense que la scolarité, ça va régler tout le problème. C'est pas si vrai que ça, parce qu'il y a des gens qui n'ont même pas le bac, qui mènent très bien leur vie. Sauf que la scolarité, ça structure. C'est ça, c'est ce que je dis à ma fille. Je lui dis, même si tu es caissière dans un grand magasin, t'as pas besoin d'être médecin, enfin, ou ingénieur. Mais quand tu es caissière dans un magasin, mais que ta fille, ils savent que tu as fait des études, ils savent que tu as, et ben le regard des gens, il change. Et puis même moi je pense jusqu'à aujourd'hui, ça est en train de changer un peu, j'espère qu'on va rattraper le coup, mais l'éducation nationale, c'est un pilier dans l'éducation d'un enfant, quoi. Et c'est un pilier important pour nous. Et moi, je suis dans un quartier où elle est dans un collège, je ne sais pas si je peux le citer, bon, c'est le collège qui est à côté. Et je remercie vraiment, vraiment la principale et tout le corps enseignant parce qu'ils sont vraiment, vraiment présents. Moi, je vous le dis, ils sont présents, mais extraordinaires. Hein. Le moindre truc, je suis contactée. Si je les appelle, ils me reçoivent. Et ça, c'est un soutien plus que d'avoir un tampon ou un truc, parce que c'est vraiment le quotidien d'un enfant. Merci Sanadia pour vos retours. Bonjour Robert. Oui, bonjour. Bon, on va vous laisser vous présenter, nom, prénom, parcours, Oui. ce qui semble pertinent pour vous. Robert, conseiller insertion depuis 89 ans à tout suite FCR. J'ai travaillé en cas N2. J'étais conseiller et je me suis occupé de jeunes dans toutes les mesures que le gouvernement français depuis les années 80 a mis en place. Et je faisais l'accompagnement de tous ces jeunes dans le cadre de leur parcours professionnel, essayer de les accompagner, essayer de en contact avec les employeurs, et un suivi qui était assez quotidien, qui était quand même mensuel. Et ensuite, j'ai été mis à disposition de centres d'insertion. Et là, c'était surtout à plusieurs entités, c'était 9 ans, 10 ans en entreprise d'insertion. Et là, j'étais le conseiller d'insertion de différentes structures. La dernière, c'était lié au partenaire service dans le 92. Et là, j'accompagnais tous les jeunes qui venaient nettoyer les métros et les bus. Et donc, leur donner du travail. Et là, on faisait un accompagnement quotidien, pratiquement toutes les semaines, pour savoir un petit peu
monter leur itinéraire professionnel parce que les entreprises d'insertion, les contrats ne durent qu'un an. Au plus 2 ans, mais au moins. Et donc, mon travail, c'était de les aider, de les accompagner à retrouver du travail et de remettre en route la vie professionnelle. Et voilà, après, j'ai été mis à disposition d'une structure qui s'appelle Voisine des Cités, où je fais pendant 2 ans, une fois à Marseille et une fois à Lyon. Et en 2016, je suis arrivé ici, à décembre. C'est trop bien. On aimerait savoir, tout d'abord, pourquoi vous êtes engagé à la EPCR. C'est quoi qui vous a interpellé? Alors, quand je suis arrivé à la PCRO, tout simplement un bon jour de novembre 2016, je rencontre Christophe qui m'en parlait dans l'entreprise d'insertion. Et lui, je l'avais rencontré dans le cadre de l'entreprise d'insertion à Genève-Villiers. Et en 2016, je l'avais fait du. Et je le rencontre de par hasard dans le métro. Et il me demande ce que je fais. Ben, je dis pas grand-chose. C'est là où je parle de que je suis arrivé ici. Alors, on aimerait savoir quel est votre regard sur la parentalité. Comment? Quel est votre regard sur la parentalité? Alors, je suis plutôt oncle. C'est pas pareil. Bah, quand moi je vois les deux nièces et mon neveu Esther, c'est les voir grandir. Et pour parler de Esther, je suis surpris de sa maturité d'esprit, de ce côté un petit peu intéressé par l'histoire. J'avoue que c'est peut-être un peu de famille, mais c'est assez extraordinaire. Donc voilà, mais je ne suis pas papa. Ouais, je voulais rebondir ce que vous avez dit tout à l'heure dans votre question d'accompagnement pour les jeunes dans leur parcours professionnel. Est-ce que parmi ces jeunes-là, vous avez aussi à gérer ou à accompagner les jeunes par rapport à leur situation familiale? Oui, alors c'est un exemple dont je garde un souvenir inoubliable. C'est un jeune qui faisait, qui avait quoi, Paul, 18 maintenant, et il venait tous les jours regarder les autres montres. Et un jour, son père, n'est pas d'accord. Il dit, comment tu fais? Ça fait un mois que tu fais du travail, il n'y en a pas. Mais malheureusement, c'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'emplois. Dans les années 80, le chômage était très fort en France. Et je lui dis, écoute, tu viens avec ton papa. Et c'est ce qu'il a fait. Et le père, il s'est réconcilié avec son fils. Parce que là, il a pris confiance, il a bien vu que, il n'y a pas d'enfant. Le fils n'est pas responsable, c'est pas de sa faute. C'est un des choses qui m'appelle. Et après, j'étais un petit peu en contact avec lui, puis après, vous étiez à Nantes, c'est reçu. Mais il a fait beaucoup apprécier où l'attitude. Quand vous entendez l'histoire, par exemple, de Sanadja, est-ce que ça vous parle ou ça vous rappelle des familles qui déjà accompagnées Oui, mais de très loin. Ah, Il a même été chercher 2 fois ma fille de l'école. Oui, voilà. J'étais coincée. Exactement. Oui, j'allais les à l'école. Voilà, je l'attendais. Oui, tout à fait. Voilà, avec un petit caractère. Et justement, comment vous avez réussi à établir une connexion, une communication justement avec Sanadja et sa fille, par exemple? Il a passé beaucoup de temps ici. Parce que là, c'était là son point de repère, quand elle est petite. Jusqu'à 30 ans en 6e. Donc c'était là un peu son point de repère. Et c'est là où elle vivait avec ses copains, les copines, une ambiance qui était très, très forte. Elle se sentait à l'aise, quoi. Elle retrouvait ses copines, ses copains. Parfois, c'était même du même lycée, du même école. Ouais. Donc voilà. En fait, c'était chez elle. C'était sa deuxième maison. Donc pour vous, c'est important d'accompagner un parent seul, Oui. pardon, d'accompagner sa Oui, tout à fait, oui. Alors ça, c'est le lien qu'on peut faire entre l'association et les parents qui viennent de. Et c'est vrai qu'on avait beaucoup de contacts. Les parents, donc, par exemple, je me souviens bien qu'au moment des bars, eh bien, il y avait toute une équipe de parents qui venaient et qui attendaient leurs enfants. Il y avait des discussions, des partages de gâteaux, des traitements généralement. Et voilà, oui. Vous avez toujours été familier, sa monoparentalité ou Je découvre ça un petit peu. Le milieu familial, ça n'existe pas. Oui, j'ai découvert ça plutôt ici. Mais le milieu familial, non. Quelles sont les qualités, selon vous, pour accompagner des familles justement qui sont dans cette situation-là? Moi, c'était l'écoute, l'attention, essayer de comprendre un peu, et puis de rassurer quand il y a des problèmes, quand on parle. Par exemple, c'est vrai qu'on peut faire un dialogue avec la maman ou le papa. Et une petite question pour vous deux. Quel lien faites-vous entre l'éducation populaire et
famille monoparentale? Alors, je crois que c'est l'éducation populaire, c'est la bienveillance. C'est la bienveillance, l'écoute et le respect. Moi, c'est qu'on respecte la personne telle qu'elle est. On va pas chercher midi 14h. Et on l'accueille tel qu'il est. C'est-à-dire que c'est là justement la qualité de l'éducation populaire. Ça permet de faire grandir le jeune comme même les parents. Dans cette éducation qui permet à ce qu'on puisse découvrir cette qualité de bienveillance, d'écoute, d'attention, demander des nouvelles. Voilà, c'est important. C'est important, par exemple, demander des nouvelles. Quelqu'un qui est pas bien, eh bien, on répond pas, tu vas lui demander à lui-même. Et non, ça c'est pas bien. On demande des nouvelles, voilà. Moi, je pense la force de l'éducation populaire, c'est la mixité, quoi. On est dans des quartiers où il faut dire la vérité, quoi. Il y a de moins en moins. Je vois que moi, je ne suis pas née en France, j'ai pas grandi. Il paraît qu'il y avait plus de mixité avant que maintenant. Mais de moins en moins, et le discours islamophobe, raciste, il est très, très présent. Et donc, les gens se recroquevillent. Et ben, l'éducation populaire, ça permet ce mélange. Moi, quand je venais ici, il y avait les enfants de l'église qui venaient manger, enfin, de l'église. Oui, ceux qui parlent de la Providence et ceux qui venaient par l'après-midi, le café. Et des enfants de parents, de mamans voilées. Et il n'y a que cet espace-là. Et je le dis encore une fois, parce que je connais tous les espaces on va dire, dans le quartier, où il y a une mixité. Il y a une mixité et du coup, quand la maman de Kevin, on va lui dire ouais, tu sais, tous les musulmans, ils égorgent. Elle va dire non, parce que Mohamed, le copain de Kevin, il n'est pas comme ça. Donc, et c'est très, très, à mon avis, c'est très important et qu'il faut défendre, quoi. Qu'il faut défendre des parents. Moi, je me rappelle, comme la EPCR fait, j'espère qu'elle fait du jour, des soirées fin d'année, etc. On est autour, il y en a qui sont voilés, il y en a qui prennent un verre de vin, il y en a qui... Et cette tolérance, elle n'est pas surfaite pour montrer sur France 2 ou TF1, encore moins CNews, que voilà, on est ensemble. Non, c'est une réalité, c'est une réalité. Et ça, c'est grâce à l'éducation populaire, hein. À l'esprit, en tout cas, de l'éducation populaire. Moi, il y a une question qui me vient quand je vous écoute. Donc, pour vous, l'éducation populaire, ça serait comme un levier pour un enfant d'un parent seul pour qu'il puisse s'émanciper. Donc, est-ce que au fond, un parent seul peut faire grandir son enfant pour qu'il devienne autonome et qu'il puisse s'émanciper tout seul? Ou l'éducation populaire, c'est un levier indispensable pour... L'éducation populaire, ça permet à ce qu'un enfant prenne ses propres responsabilités et de se sentir libre dans ses choix. Et en même temps, les parents, c'est pareil, c'est qu'ils répondent à la besoin de cette liberté de l'enfant et de lui faire comprendre qu'il peut s'insérer dans sa responsabilité future et de l'aider dans son accompagnement personnel, scolaire s'il faut, professionnel s'il faut. Enfin bon, voilà, c'est le rôle de l'éducation populaire. C'est pas, j'ai un petit mot qui résume maintenant trois choses, c'est aimer, accompagner et accueillir. Oui, enfin, je ne sais pas si c'est propre aux parents, à une maman ou à un papa monoparental. C'est globalement l'éducation populaire, c'est ça, c'est un soutien. En tout cas, c'est vrai que pour moi, il m'est arrivé, par exemple, d'être bloqué au boulot. Sincèrement, quoi. Et David, le pauvre, il s'est tapé 1 heure de plus ici. Pour garder ma fille ou d'autres d'ailleurs, d'autres éducatrices qui sont parties, il y en a beaucoup qui ont ça a changé. Et ça, dans un truc privé, c'est pas possible. C'est pas possible. Et c'est dans ce sens-là, je pense qu'effectivement, parce que quand je parle de David, parce qu'il est encore là, mais Myriam l'a fait, tout quasiment, c'est
on n'est pas dans le truc rentabilité, quoi. J'ai fini à 17h. Si je reste jusqu'à 17h30, il faut me rajouter 30 euros. Alors, pas 30. On est dans quelque chose du don de soi. Et ce don de soi, c'est à l'état d'esprit de l'éducation populaire, effectivement. Aujourd'hui, Sanadja, Robert ou d'autres, est-ce que pour vous, l'individualisme a-t-il un impact justement sur les familles monoparentales? Et si oui, à quel niveau et pourquoi? Oui, oui. Ben, c'est évident que l'individualisme, moi, je sais pas, avant, moi, je parle pas parce que moi, je suis arrivée très, ma fille, elle n'a que 14 ans, donc je suis arrivée déjà dans le truc d'esprit mais avant, il y avait la maman appelle, écoute, je suis bloquée jusqu'à 21h au boulot, je sais pas, le Kevin, j'aime toujours Kevin parce que ça donne pas la nationalité. Ça peut être, il est chez Mamadou ou chez Mohamed, il dort, il mange et la maman est tranquille. Aujourd'hui, c'est plus possible. Ce n'est plus possible parce que d'abord, on se méfie des accouchements, ça devient, c'est une réalité, c'est pas une féministe qui va nier ça. On va se méfier, on pense que tous les musulmans, mange, si tu manges pas halal, on t'égorge à la maison, etc. Il y a un état d'esprit de terreur dans le quotidien qui fait que chacun se referme sur lui et malheureusement, on part vers l'individualisme. Et ça, on le paiera, y compris nous avec nos enfants. Parce que quand l'enfant vit dans l'individualisme, ben, il va être individualiste avec son papa, sa maman, sa tante, etc. Et que, bah, écoute, là, la maman, elle est malade, elle est à l'hôpital. Bah, non, non, j'ai pas le temps, je dois faire une partie cinéma avec les amis, etc. C'est vrai, hein, je le dis sous le ton de l'humour, mais c'est une réalité. L'individualisme est en train de, de casser quelque chose. Et je vous assure, je ne fais pas partie de ces nostalgiques. Il y a plein de choses qu'aujourd'hui, c'est mieux qu'avant, on va pas se mentir. Hein. Avant, il y a plein de gens qui savaient pas ce que c'est que manger la viande 2 fois par jour. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui mangent à leur faim. En tout cas, en Occident, en France en particulier, il y a tout le monde a la télé chez lui, tout le monde a le téléphone, mais sur le plan relationnel, il y a quelque chose, moi je pense, qui est en train de se casser à cause voilà, quand on voit le président du monde qui s'appelle Trump, qui décide qui doit faire ceci, qui doit pas faire cela, ça donne le ton de ce qu'on vit aujourd'hui dans le quotidien, ça se répercute, la politique, ça se répercute sur notre quotidien, oui. Là, l'individualisme tue les choses. Ça c'est quelque chose de, moi je pense, on ne peut pas ne pas le redire, chacun pour soi, et ça c'est quelque chose de dramatique. Moi, j'ai grandi dans une ville en Algérie, vous savez. Moi, j'avais peur du vendeur du lait, hein, du commerçant du Goise, plus autant que de mon frère ou de mon oncle, parce qu'il s'impliquer. Là, aujourd'hui, même chez nous, même dans nos sociétés, chacun pour soi, il voit l'autre en train de casser. Moi, je me rappelle, on faisait des bêtises quand on sortait du collège. Bah, le mec, il laissait son magasin avec le risque, tout ce qu'on veut. Il venait avec le bâton. Hein, ça va, il nous frappait pas, mais en tout cas, il s'impliquait. Il y avait une implication. Il y a aussi je pense que vous savez, moi, je suis plus vieille que Robert, je me précise. Mais moi, moi, les films qui me faisaient rêver, c'est Langue de Picardie, il avait une caravane, il faisait le tour. Mais aujourd'hui, c'est pas ça. Pas ça, ils s'ennuient les jeunes parce qu'il y a une vitesse, il faut aller très vite. Et puis, comme tu dis, les réseaux sociaux, quand on montre on banalise le truc là, le mec là qui a tué en direct là, rappelez-vous, sur un jeu qui a tué en direct, qui a été tué en direct en plein jeu, etc. Ça, c'est quelque chose de, c'est quelque chose qui est inquiétant. Par contre, là où je mets un bémol, c'est la délinquance, elle a toujours existé.
Dans les années 70, ça s'appelait les blousons noirs. Ils étaient avec leur moto, ils quittaient la zone. Et ben, c'était des enfants blancs, cathos. Donc ça, là aujourd'hui, c'est effectivement, c'est des jeunes d'une autre couleur, d'une autre race, d'une autre religion. Donc ça gêne plus, quoi. Parce qu'il y a aussi un état d'esprit mais moi, j'ai toujours dit que les ados, ils ont toujours fait des conneries, les ados. C'est clair que c'est pas quelque chose, c'est pas un scoop, quoi. Après, si j'écoute ton discours, ça va déjà. Tu parles du commerçant qui sortait de son magasin, justement, qui faisait preuve d'autorité, qui allait devant le jeune et qui lui expliquait que c'était pas bien. Ça veut dire que là, tu nous fais comprendre que la place de l'adulte a un petit peu disparu, justement, de tous ces différents espaces où, justement, l'enfant passe. C'est ça? Ah oui, oui, oui. Mais même les parents, bah, moi je connais plein de parents, je suis dans l'association des parents d'élèves. J'ai vu des parents venir se plaindre parce que le prof, il a engueulé. Et ouais, mais tu n'as pas à parler à mon enfant comme ça. Il y a quelque chose qui a changé, alors qu'avant, on acceptait que la société joue le rôle d'éducateur, toute la société. Aujourd'hui, c'est soit par et à l'histoire du racisme, alors bon, je vais pas citer, mais ouais, il a parlé comme ça parce qu'il n'aime pas les Arabes et les Noirs. Ce prof, le prof, il est quasiment, il vote contre le Front National, tout ce qu'on veut, mais parce qu'il a engueulé tout de suite, on tire la carte du racisme. Et c'est vrai que ça pose un problème aujourd'hui de confiance entre nous, de confiance et je ne vais pas accabler, mais il y a des chaînes de télé qui sèment leur haine. Hein. L'école, d'abord, c'est un lieu de pédagogie, de savoir. Hein. On va pas. Il y a des parents, je suis désolée de le dire, mais il y a des parents, leurs enfants, à 23h58, ils sont au téléphone, ils savent que leur enfant, il va là. Il y a aussi une démission. C'est une réalité. Après, on va faire l'étude psychodramatique, le parent qui n'a pas de travail, etc. Je laisse parce qu'il faut une autre émission. Je pense que c'est un tout. C'est un tout. C'est vrai que pour revenir à l'éducation nationale où on la charge, c'est vrai que la conception, et je me trompe peut-être, mais ce que je vais dire, ce n'est pas appuyé par des études. Hein. Je le dis, ça sera. Il y avait presque une vocation d'être prof ou d'être instit, etc. Aujourd'hui, ça fait un boulot comme un autre et le moins qu'on le fait, parce que c'est pas le lieu le mieux payé, c'est pas pour rien qu'on a des carences de recruter, des problèmes de recruter des profs, parce que ça ne devient plus, c'est plus cette vocation qui fut d'antan, et ça change la donne, hein, quand c'est une vocation, on se donne pleinement, et quand ça devient fonction, et je le dis, et avec ça, honnêtement, quand je fais partie des gens qui disent que l'éducation nationale aujourd'hui n'est pas défaillante, au contraire. Alors, juste une question pour revenir sur le point de l'accompagnement. On a pu observer ces derniers temps que la Chine a fait passer une loi interdisant les personnes non diplômées d'un domaine d'en parler sur les réseaux sociaux, ou alors en Suède, où les réseaux sociaux sont interdits au moins de 13 ans. Et pour certains parents, c'est difficile d'accompagner les jeunes, que ce soit à l'extérieur ou sur les réseaux sociaux, parce que soit manque de temps, soit pas les connaissances. Pensez-vous que le gouvernement français a un rôle clé à jouer, un rôle dans l'accompagnement des parents pour qu'ils accompagnent leurs enfants sans faisant passer des lois, etc. Moi, je pense que c'est pas les lois qui font tout. On a beau faire tout, c'est plus grande loi. S'il n'y a pas un truc pédagogique derrière, de deux, moi j'ai assisté à des réunions où on est quasiment, surtout quand les parents, et je ne précise pas, viennent d'un certain milieu social et d'une certaine origine, et encore plus si elles sont voilées, des mamans, on est là, moi j'ai assisté à des réunions où on est donneur de leçons à ses parents. Évidemment, ça ne passera pas. Évidemment, ça ne passera pas. C'est-à-dire, ça ne peut passer que si on est dans le pédagogique. Moi, je pense qu'il faut être dans le pédagogique. Et il faut le faire.
Après, la manière dont il faut parler, c'est à réfléchir. Mais c'est pas, il y a les savants et les sachants et ceux qui viennent de continents qui ne savent rien et nous, on va leur apprendre ce que c'est que la civilisation. Non, ça se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça se passe dans la confiance, dans le respect. Après, moi, je me permets, parce que je viens de ce côté, personnellement, moi en tout cas, vous savez, moi, j'ai fait des études, j'ai bac+5, mais quand je suis dans mon quartier, je suis avec ces mamans qui ne sont pas, pour certaines, qui sont illettrées. Et je discute avec elles et je leur dis des choses et je fais passer des choses parce que je ne suis pas méprisante. Et je le dis sous l'humour, hein. Par exemple, je me rappelle, il y a une nana qui était enceinte, elle avait 5 gosses là, et je lui dis, mais franchement, t'arrives à avoir le temps à dormir, mais ça va pas, t'as pas de temps pour toi. Et je commence une discussion comme ça. Ça veut pas dire qu'elle va pas faire les autres. Bon, ça, j'ai rien. Mais en tout cas, ça ouvre le débat, ça ouvre. Je suis pas là en donneuse de leçons. Je suis là en éduquant, en disant, ça va être difficile, parce que là, le problème en France sur cette question, c'est qu'il y a des gens qui pensent qu'il y a des sauvages qui viennent bouffer l'espace, pourrir l'espace, et il y a des gens qui sont là pour les éduquer. Ça continue comme ça, on va droit dans le mur, quoi. Je sais pas si j'ai répondu ou... Ouais. Moi, je pense pas, c'est pas seulement le rôle du gouvernement, d'un gouvernement quel qu'il soit. Les ainsi, effectivement, ne sont pas encore en régime éditorial, Dieu merci. Donc, c'est vrai qu'il faut plutôt, comme dit Sanaja, essayer de faire comprendre par un côté éducatif et de faire comprendre. Par exemple, je voyais dans le métro il n'y a pas longtemps, un petit garçon qui avait 2-3 ans, il était avec son portable. Et à un moment, elle était là avec la pucette. Ah, je trouve ça déjà très grave. Mais comment faire ce loi là-dessus? Non. Ah, ça me paraît. Qu'on donne des indications, oui, qu'on fasse un petit peu. Mais une loi, c'est vrai qu'en France, on est très législatif. On est un pays qui a plus de lois au monde, on réglemente un peu tout. On les applique pas quand ça nous arrange pas. On a vu certaines. Voilà, ça date depuis Colbert. Voilà, on est un pays aussi jacobin également, donc tout est législatif, c'est le défaut français. Mais il est sûr que les réseaux sociaux, il faut les réguler. Et ça, l'État peut le faire, sans forcément de loi. Ça, Ok, mais vraiment un grand merci à tous. Donc, nous arrivons doucement à la fin de cet échange. Un grand merci à vous pour votre sincérité, votre confiance et la richesse de vos témoignages. Vos paroles nous permettent vraiment de mieux comprendre la réalité de la monoparentalité, ses difficultés, bien sûr, mais aussi sa force, sa dignité et toute la puissance de l'amour qu'elle porte. Ce que nous retenons aujourd'hui, c'est que la monoparentalité est un chemin souvent semé d'embûches, mais qu'elle est avant tout une véritable preuve de résilience, de courage et d'engagement. Vous avez aussi mis en lumière l'importance essentielle du soutien, qu'il soit amical, familial ou associatif. C'est dans ce sens que le centre de quartier AEPCR continue de jouer un rôle fondamental. Être un lieu d'accueil, d'écoute et d'accompagnement concret. Que ce soit pour l'aide aux devoirs, les activités de loisirs ou le soutien aux parents dans leurs droits et leurs démarches. Avant de clôturer ce podcast, nous aimerions vous poser une dernière question. Quel message souhaiteriez-vous transmettre aux parents solos qui nous écoutent aujourd'hui? C'est de continuer à aimer la vie, croire que c'est pas une corvée d'être parent solo, quoi. C'est la vitalité, c'est l'amour qui va nous aider, quoi. C'est peut-être un slogan de publicité, ce que je dis, mais c'est une réalité, quoi. Parce que si on se laisse aller, l'enfant le ressent, ça déprime et donc c'est de faire des choses avec ses enfants qu'on aime, et des fois se forcer à faire des choses qu'on n'aime pas, comme je disais tout à l'heure, j'aime pas les jeux de société, mais je le fais parce que il faut c'est être vraiment présent avec pour son enfant
et sans s'oublier, quoi, parce que c'est important. Parce que quand le parent devient que parent, ça, il le ressent comme une corvée, et du coup, l'enfant ressent que c'est une corvée pour s'en faire, ou pour s'en faire ou sa mère, parce que souvent, c'est les mamans, hein, c'est la réalité, c'est pas, je déforme pas, mais c'est important que le parent ait un espace, des sorties, ça dépend des loisirs, d'aller au hammam ou je sais pas moi, et de se faire plaisir parce que c'est l'épanouissement du parent qui fait que l'enfant est épanoui et ça devient moins difficile, quoi. Et c'est d'être présent quand même. Moi, je le dis, et vraiment, la dernière phrase, c'est important si on veut pas que nos enfants soient addicts au téléphone, c'est que le parent ne soit pas 24 sur 24 sur le téléphone. Il n'y a pas de miracle. Donc, on ne peut pas reprocher ou demander à nos enfants de ne pas être tout le temps sur le téléphone quand nous-mêmes, on est dedans. Donc, ça, c'est important aussi pour l'éducation de nos enfants. Merci infiniment. Et quant à vous, les étudiants, quel mot de la fin souhaiteriez-vous transmettre? Alors, grâce à ce podcast, bah, j'ai pu avoir un regard extérieur sur la monoparentalité, comme c'est un sujet qui n'était pas familier. Ça m'a beaucoup touchée, donc merci Sanaja et Robert d'avoir partagé. De ne pas avoir peur de montrer son amour à son enfant quand on est parent seul. Parce que ça, c'est vraiment la chose avec qui va rassurer l'enfant et qui va être le meilleur acquis qu'un enfant. C'est important parce que ça dépend d'où on vient. Il y a dans certaines cultures, c'est très pudique ou très. Ben, il faut pas avoir peur de montrer son amour. C'est la clé. C'est la clé du bonheur d'un enfant, quoi. Et surtout que l'enfant se sente aimé. C'est ça. Merci à vous six pour cet échange très constructif. Chers auditeurs et chères auditrices, j'espère que ce podcast a pu vous donner un point de vue sur la monoparentalité, d'apporter des conseils. Si vous avez besoin de connaître plus sur l'association AEPCR, notamment sur l'accompagnement aux devoirs, sur l'accompagnement avec les parents, l'accompagnement numérique, ou même venir faire du sport avec nous, vous pouvez vous rendre à l'AEPCR au 77 rue Alexandre Dumas. Et merci encore à tous. Vous étiez sur Radio Charonne.